Donc, merci à tous d'être présents dans la salle, mais aussi en visioconférence pour cette première commission nationale justice des enfants et des adolescents hybrides en présent distanciel du coup. Donc n'hésitez pas à poser des questions entre les interventions. Nous avons prévu un temps d'échange au sein du déroulé de notre après-midi. Priorité au présentiel, mais la parole est aussi ouverte en distanciel. Donc si vous souhaitez prendre cette parole, il vous suffira de lever votre main dans la salle ou votre main virtuelle derrière votre écran et nous vous la donnerons. Voilà. Je donne tout de suite la parole à Katia Buisson, doctorante en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui travaille sur les questions de laïcité et neutralité dans les institutions totales et à qui on a demandé de nous faire part de ses réflexions sur la nouvelle obligation neutralité dans les établissements et services habilités justice à la lumière de ses travaux sur la liberté de conscience. Merci. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. C'est vrai que mon sujet de recherche est peut-être un peu particulier. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a quand même des ponts qui peuvent être faits avec votre secteur d'activité. La laïcité qui est un sujet qui concerne la neutralité, bien que la neutralité aille au-delà et soit autonome. La neutralité fait partie des piliers de la laïcité. Et en fait, c'est une notion dont on parle souvent, rarement de manière réfléchie. Donc je trouvais que c'était très important de prendre des temps comme vous le faites aujourd'hui. Je vais prendre un exemple sur... J'écoutais la semaine dernière sur France Culture, qui est pourtant une radio que j'apprécie beaucoup. Il parlait d'un rapport parlementaire qui va sortir sur les aumôneries dans le milieu carcéral. Et en fait, la journaliste présentait du coup la manière de travailler des aumôniers en prison en disant ben voilà, en France, vous avez 7 cultes reconnus. Alors dommage, depuis la loi du 9 décembre 1905, la République ne reconnaît plus les cultes. Et il s'agit simplement de cultes qui sont agréés, et vous en avez effectivement pour l'instant 7. Mais les termes sont importants, et du coup je vais essayer de manière la moins rébarbative possible d'amener un certain nombre de concepts et de réflexions, en partant du coup de cette loi qui a amené mon travail de recherche, donc la loi du 9 décembre 1905, qui a été relative à la séparation des églises et de l'État, qui a été, avec les lois notamment de laïcisation de l'école dans les années 1880, qui a été à la base de la laïcité. Et on explique souvent, quand on parle de la loi de 1905, qu'il y a eu à l'époque une forte opposition de l'Église catholique et de l'État contre l'Église catholique. Et on fait de cette loi une loi anticléricale, anti-religieuse. Il faut avoir conscience qu'à l'époque, les autres cultes qui étaient présents sur le territoire français, notamment les cultes protestants, le culte israélite, ont tout de suite vu, en fait, dans les travaux préparatoires à cette loi, une envie de participer au débat et à la construction de la loi, puisqu'ils y ont vu une opportunité de pouvoir enfin se séparer de l'État et du coup gagner en liberté. Et il est important, je pense, de rappeler que cette loi a été votée vraiment dans un esprit libéral. Et Aristide Briand, qui était le président de la commission, qui a préparé le projet de loi qui a été voté, rappeler cet esprit en disant qu'une loi de séparation des églises et de l'État ne peut être vraiment équitable qu'à la condition de respecter la constitution interne de toutes les églises et de leur permettre, au lendemain de l'abrogation du budget des cultes, une organisation telle qu'elle puisse réunir des ressources nécessaires à la continuation de leur œuvre. Briser leur cadre ecclésiastique, les forcer à adopter un régime contraire à leurs traditions et à leurs besoins, serait une mesure d'oppression. Il est donc au plus haut important de connaître les principes et la forme ecclésiastique de chaque confession religieuse. Et vous avez ici, dans cette citation, un peu toutes les thématiques qui peuvent aussi être abordées pour vous, puisque depuis 1905, l'État ne reconnaît plus les cultes. Ça ne veut pas dire qu'il les méconnaît. Et de la même manière que vous devez être dans une posture de neutralité, cela n'empêche pas effectivement l'engagement, et cela n'empêche pas non plus la connaissance.
Et pour travailler sur un certain nombre de phénomènes qui vont être abordés par des experts aujourd'hui, vous devez aussi avoir les clés pour connaître ces phénomènes-là, ne serait-ce que pour mieux les repérer. Et la neutralité ne peut se faire que si vous êtes capable d'identifier ce face à quoi vous devez être neutre et ce que vous devez retenir en termes de posture pour justement rester dans la neutralité. Et donc le rapporteur du projet de loi avait également dit que cette loi devait se faire avec un État qui soit expressément garant de la liberté de conscience et de croyance, tout en arrêtant un ensemble de dispositions législatives de nature sans engager l'État, sans violer le principe de neutralité, à permettre au culte de continuer à s'exercer sans interruption. Et donc cette loi dispose dans son article 1er que la République assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Dans ce second article, elle explique comment la liberté de conscience et le libre exercice des cultes est permis par la République, par le fait que la République ne reconnaît pas, ne salarie pas et ne subventionne plus aucun culte. Et comme le législateur est toujours, on va dire, coquin, dès cet article 2, il a forcément mis une exception. Sinon, c'était pas assez rigolo. Et donc, dans cet article 2, alinéa 2, le législateur a dit que pourront toutefois être permises les dépenses d'aumônerie dans certains lieux. Les lycées, les prisons, les hôpitaux, l'armée. Alors l'armée n'est pas présente dans la loi, mais parce que vous aviez une loi antérieure de 1880 qui permettait déjà le financement public des aumôneries militaires. Et donc, je travaille sur les aumôneries et sur la manière dont l'État, qui est censé être neutre, laïque, peut garantir concrètement la liberté de conscience et le libre exercice des cultes aux usagers lorsqu'ils sont dans des prisons, dans des hôpitaux, dans l'armée, c'est-à-dire au final dans des lieux, pour aller vite, qu'on peut qualifier de fermés. Des lieux dans lesquels l'usager ne peut pas se rendre directement à son lieu de culte, il est privé de fait ou par le droit, et à un moment donné de sa liberté d'aller et de venir. Et donc du coup, c'est à l'État, qui a l'individu, qui a l'usager quelque part sous sa garde, de lui garantir concrètement cette liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Et là, ça se complique, et notamment ça se complique en matière de neutralité. Puisqu'on est... La neutralité, les propos de monsieur le procureur, je pense, y font écho, la neutralité, on l'entend souvent comme une posture d'abstention. Il est aisé pour l'État, aisé avec des guillemets, d'être neutre quand il s'agit juste de permettre à une liberté de s'exercer. C'est beaucoup plus compliqué quand il doit régir tous les aspects de la vie des individus et que cette neutralité doit passer par de l'action et pas simplement par de l'abstention. Et c'est en cela, en tout cas les organisateurs de la journée l'ont pensé, que mon travail pourrait intéresser vos réflexions. Et donc, cette liberté de conscience, elle peut être définie comme étant l'attitude, le choix des personnes vis-à-vis de la morale et de la religion. Elle n'est donc pas simplement une question de religion. Et la liberté, par contre, de culte, c'est la liberté de pratiquer sa religion. Et donc, dans ces lieux fermés, vous avez deux caractéristiques communes. À la fois leur origine religieuse, puisque l'aumônerie, en fait, est d'origine canonique. Et en droit canonique, une aumônerie, c'est l'érection d'un office, d'une charge stable qui est confiée à un prêtre pour une communauté de personnes qui ne peuvent pas être prises en charge pastoralement par un curé. Et à l'époque, c'était donc du coup les malades des hôpitaux, les prisonniers, mais aussi les nomades, les gens du voyage, les militaires. Et leur seconde caractéristique est donc qu'ils peuvent être qualifiés de fermés dans la mesure où les personnes ne peuvent pas circuler librement à l'intérieur de ces espaces, mais surtout sortir librement de cet espace. Vous avez des usagers que l'on peut qualifier de contraints, et ceux-là ne peuvent pas du tout sortir de cet espace. C'est le cas des personnes qui vont être hospitalisées sans leur consentement. Ça va être le cas également des prisonniers. Et vous avez des usagers qui vont être
restreindre leur liberté d'aller et venir de manière partielle. Vous êtes hospitalisé, vous ne pouvez pas de fait quitter un hôpital comme bon vous semble, parce que votre État ne va pas forcément vous le permettre, parce que vous allez peut-être devoir signer une décharge en décidant de sortir contre l'avis du personnel médical. Et donc cette catégorie juridique, en fait, cette catégorie de lieu n'est pas vraiment pensée juridiquement. C'est pour ça qu'on va faire appel à la sociologie et au concept d'institution totale pour essayer de penser ces lieux et de penser le pas de côté qui a été fait en 1905 dans le principe de séparation des églises et de l'État. Et c'est pour ça que la plupart de mes travaux se basent sur ceux qui sont produits par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce qui a été un moment la charge de Monsieur Delarue. Et donc la justification, non plus en droit canonique, mais on va dire contemporaine, de cette exception et des aumôneries, est à chercher dans la sociologie et particulièrement dans les travaux d'Erving Goffman, qui était en fait je vois des personnes acquiescer, qui était donc un sociologue canadien qui a notamment travaillé dans les asiles. Et en fait, il a ressorti de ses travaux qui sont vraiment basés sur les interactions entre les individus, que des lieux comme les asiles avaient tendance en fait à annihiler la personnalité des pensionnaires. Il a été aussi, il a engagé un mouvement, il a permis une refonte des hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Et donc, de ces travaux est né le concept d'institution totale. Erving Goffman a dressé une liste de ces institutions. Vous avez les hôpitaux, les asiles, les couvents, mais également les camps de concentration, qui sont un cas à part qu'on ne traitera pas nécessairement aujourd'hui. Et donc de cette liste émanent aussi 5 sous-catégories en fait, d'institutions totales. Et vous avez donc les institutions totales qui vont prendre en charge des personnes qui sont incapables de subvenir à leurs besoins et qui sont inoffensives. C'est le cas par exemple des orphelinats. Vous avez des institutions totales dans lesquelles le but est de prendre en charge des personnes qui sont à la fois incapables de s'occuper d'elles-mêmes et qui peuvent être dangereuses. C'est le cas des hôpitaux psychiatriques. Vous avez également des institutions qui ont pour but de créer de meilleures conditions de réalisation d'une tâche. C'est le cas de l'armée, des casernes, des internats également. Et enfin, vous avez les institutions qui ont pour fonction de protéger la communauté contre des menaces qualifiées d'institutionnelles, sans que l'intérêt des personnes séquestrées soit forcément le premier but visé. Et là, Erving Goffman parle notamment des prisons et des camps de concentration. Vous avez aussi celles qui ont pour but d'assurer une retraite du monde, telles que justement les couvents, les monastères, qui est une catégorie que l'on ne traitera pas non plus aujourd'hui. Et donc, par total, Erving Goffman, bien qu'il parle de camps de concentration, n'entend pas forcément institution totalitaire. Il entend total au sens premier du terme, c'est-à-dire que ces institutions ont un pouvoir englobant, total, sur tous les aspects de la vie des individus, sur leur vie publique, mais aussi sur leur vie privée, ce qui aura forcément une incidence sur l'exercice de leur liberté, à la fois de conscience, mais aussi de culte. Et d'ailleurs, il dit que les 4 caractéristiques majeures des institutions totales sont l'isolement du reste de la société, la promiscuité entre les pensionnaires, la prise en charge de l'ensemble des besoins des individus par l'établissement, qui comprend l'édiction d'un règlement qui va s'immiscer justement dans l'intimité et qui programme tous les détails de la vie des individus. Et enfin, l'irréversibilité des rôles de membres du personnel et de pensionnaires. On en vient aussi à la neutralité. La neutralité, c'est la neutralité de l'État et de ses représentants. Ça n'est pas la neutralité des citoyens. Et Madame le rappelait tout à l'heure, la neutralité n'est pas celle des associations qui relèvent du secteur privé. Et donc, dans ces institutions, on se retrouve avec des usagers qui sont contraints de manière totale ou partielle et qui se retrouvent donc dans un état de sujétion, de vulnérabilité très particulière vis-à-vis de l'administration. Et le législateur, en 1905, avait donc prévu une exception au principe de séparation des églises et de l'État pour leur permettre de continuer à exercer leur liberté de conscience et plus particulièrement leur liberté de culte.
cette exception contient cependant des garde-fous. On ne s'est pas dit dans les institutions totales, tant pis, il n'y aura aucune séparation des églises et de l'État, il n'y aura aucune laïcité, c'est pas important. Et donc, vous avez parmi les garde-fous les aumôniers, qui en fait, eux, contrairement à l'État et à l'administration, ontologiquement ne sont pas neutres, puisqu'ils sont là justement pour apporter une assistance spirituelle et morale, pour pouvoir permettre de différencier le personnel qui représente l'État et les usagers qui sont contraints et qui sont au sein de ces établissements. Et l'aumônier, pour intégrer en fait, ce genre d'établissement, devra à la fois avoir été agréé par ces autorités religieuses, puisque l'État, comme il est neutre, il n'a pas à, si vous voulez, à se positionner sur les compétences théologiques de tel ou tel aumônier. Et aussi, il doit être nommé du coup par l'administration qui doit vérifier que cette personne, notamment, ne pourrait pas attenter à l'ordre public ou présenter des problèmes de sécurité. Et lorsque l'autorité religieuse ou alors l'administration va décider de mettre fin à l'agrément d'un aumônier, l'agrément ne peut pas être maintenu, puisque l'État ne peut pas, par exemple, aller contre une décision des autorités religieuses qui auraient décidé de sortir l'aumônier de leur liste de représentants. Et donc les mesures qui garantissent concrètement le libre exercice du culte, et du coup au-delà du simple accès à la demande des usagers à un aumônier, sont laissées à l'appréciation des autorités administratives, puisque le but est que cette liberté de conscience et cette liberté de culte soient garanties, mais n'aillent pas à l'encontre de l'intérêt commun, notamment du bon fonctionnement du service, ou plus largement de l'ordre public. Et c'est pour cela qu'il faut être, dans ces lieux-là, particulièrement vigilant à ce qu'à l'inverse, si l'accès à un aumônier doit être garanti à la demande de l'usager, il ne faut pas qu'un aumônier vienne rencontrer un usager sans qu'il en ait expressément fait la demande et qu'il en soit consentant. Et donc tout cela pour vous expliquer qu'il y a un lien avec la protection judiciaire de la jeunesse, puisqu'il y a un autre type d'usager qui peut être qualifié de contraint. Ce sont certains mineurs qui font l'objet de protection judiciaire. Et ils sont doublement vulnérables pour le droit. Ils sont vulnérables puisqu'ils sont mineurs, donc en fonction de leur âge, mais ils sont aussi vulnérables puisqu'ils sont placés dans cette situation de dépendance vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis d'une administration. Puisque dans la protection judiciaire de la jeunesse, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous avez des milieux ouverts, vous avez des milieux semi-clos, et vous avez des milieux beaucoup plus fermés. Je pense au centre éducatif fermé. Et donc, dans son avis paru récemment, et dont on a déjà parlé, et je pense qu'il n'a pas fini de faire parler, le Conseil d'État fait mention dans son avis des mineurs ou des jeunes accueillis comme étant des personnes vulnérables. Et le Conseil d'État, dans son avis, a considéré que les établissements et services du secteur associatif habilité qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse sont bien chargés d'une mission de service public. Et qu'en conséquence, parce qu'ils sont chargés d'une mission de service public, dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels de ce secteur doivent se conformer à l'obligation de neutralité et au principe de laïcité, et qu'ils doivent donc, à ce titre, s'abstenir notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions et de toute forme de prosélytisme, afin de traiter de manière égale toutes les personnes qui sont accueillies. Et cette proposition d'extension en fait, du domaine de l'application de la neutralité au personnel du secteur associatif habilité est conçue d'abord pour protéger un public considéré comme étant particulièrement vulnérable. Ah si, c'est bon, pardon. Je croyais que c'était le micro qui avait bugué, mais en fait, c'était moi. En tant qu'usager du service public, les mineurs qui font l'objet d'une mesure de protection ne sont pas, en principe, du coup, soumis à une obligation de neutralité. Des mesures spécifiques peuvent par contre exister, puisque, par exemple, toute forme de prosélytisme y est interdite.
leur liberté de conscience et de culte ne peut en principe donc pas être limitée sur le fondement de considérations qui seraient liées à autre chose qu'à la garantie du bon fonctionnement du service ou la garantie de l'ordre public. C'est le cas aussi au sein, par exemple, des internats scolaires, où des règles sont mises en place pour garantir concrètement aux élèves qui vivent du coup dans les établissements scolaires et qui ne font pas qu'y aller en journée, pour leur garantir concrètement ces libertés de conscience et de culte, mais en même temps les protéger contre les ingérences des personnels, mais également contre les ingérences d'autres élèves, contre d'éventuelles pressions, et donc aussi contre des pressions qui pourraient arriver de la part de personnes tierces. Et dans ces centres fermés, dans ces centres éducatifs fermés, vous avez plusieurs questions qui peuvent se poser et qui sont en lien avec ce qui se passe dans les centres fermés, les établissements fermés, qui connaissent actuellement une application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 1905. À commencer par les aumôneries. Et il me semble qu'un certain nombre de rapports liés à l'application de la laïcité dans le secteur de la protection de la jeunesse faisaient justement mention de la possibilité de créer au sein des centres éducatifs fermés des aumôneries. Puisque les personnels qui interviennent dans le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse n'ont pas à se substituer à un ministre du culte et n'ont pas à adopter une posture théologique. Et vous avez le cas des internats scolaires où, en fait, à la demande des parents et après validation du recteur, vous pouvez avoir la création d'aumôneries qui vont intervenir sur des temps très précis et très définis. Donc, la question pourrait se poser. Je vous laisserai éventuellement en débattre et arriver peut-être à des suggestions ou à des conclusions. Vous avez également, effectivement, dans les postures qui sont très importantes, la neutralité des personnels. Concrètement, ils ne peuvent pas prendre part au temps cultuel des mineurs. Pour les mineurs, des repas à nature culturelle actuellement peuvent être fournis sur demande express des parents. Il y a aussi la question du coup de l'organisation des espaces, puisque vous avez des espaces qui sont collectifs, des espaces qui sont beaucoup plus individuels et privés. Et comme dans les internats scolaires, à l'heure actuelle, les prières ne peuvent avoir lieu, a priori, que dans des chambres individuelles. Et là, on retourne en fait sur la question de protéger l'enfant, de protéger l'usager d'éventuelles pressions extérieures. Même si dans la réalité, disposer de chambres individuelles, c'est pas forcément toujours le cas. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt d'une journée comme aujourd'hui, c'est que entre le droit et la pratique, parfois des différences ou des difficultés particulières apparaissent. Et enfin, le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse n'est pas non plus étranger à certains maux qui traversent notre pays, que ce soit en matière de mouvements sectaires ou de pratiques rigoristes, ou plus précisément également de radicalisation. C'est pour ça que la PJJ est d'ailleurs intégrée au plan national de lutte contre la radicalisation depuis 2014. Et donc, dans les établissements publics fermés qui font partie de mon champ de recherche, et donc dans lesquels vous avez une aumônerie, vous avez donc une attention particulière à la différenciation des espaces pour opérer des différences entre les lieux où la pratique cultuelle peut s'exercer et les lieux où on considère que cela s'apparenterait plus à une forme de prosélytisme et qui serait une forme de pression du coup, puisque les personnes ne peuvent pas quitter les espaces fermés, mais ils ne peuvent pas non plus forcément circuler à leur convenance au sein de ces établissements. Et c'est pour ça qu'on différencie, par exemple, la cellule de prison. Alors aussi, là également, en matière de surpopulation et de conditions pas forcément très dignes, ça peut être compliqué. La chambre de l'hôpital, et vous avez des cas, par exemple, quand vous êtes reconnu comme étant en fin de vie, où la chambre d'hôpital individuelle est considérée comme étant obligatoire, mais notamment pour avoir cet espace
et cette liberté de pouvoir vivre sa fin de vie en conscience, si cela est possible. Vous avez également en prison des objets qui normalement n'ont pas le droit de circuler et qui en fait vont pouvoir être détenus par les personnes incarcérées dans leurs cellules parce qu'ils ont un caractère cultuel. Et donc la loi permet une exception. Et c'est des objets, par exemple, il s'agit de livres brochés ou reliés, qu'on permet de faire pénétrer en prison parce qu'on considère que c'est nécessaire à la garantie de la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, et que le culte ne se pratique pas que quand il y a la présence d'un aumônier ou d'un représentant du culte. Et à l'inverse, des manifestations de la foi peuvent être interdites dans des parties communes. C'est le cas par exemple des cours de promenade dans le milieu pénitentiaire où les prières vont être interdites. Et vous avez des espaces qui, à l'inverse, sont conçus pour permettre une pratique collective. C'est le cas des salles polycultuelles, qui, en fait, dans les prisons, concrètement, vont être, par exemple, des gymnases qui vont être réservés à certains horaires pour les cultes qui sont agréés. Ça peut aussi être d'anciennes chapelles qui sont reconverties. Donc on a enlevé tout signe d'appartenance à une religion précise. Ça marque quand même l'empreinte fortement religieuse de ces lieux-là, quand c'est des bâtiments qui ont été créés il y a longtemps. Vous avez également un accroissement du principe de neutralité dans les milieux fermés, parce qu'on considère justement que la vulnérabilité des usagers, la promiscuité aussi, non seulement entre les pensionnaires, mais entre les fonctionnaires et les usagers, représente un risque d'atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de culte des usagers contraints. Vous avez une neutralité très forte du coup dans l'apparence, d'abord par les bâtiments, la neutralité d'apparence également des personnels, mais vous avez aussi une neutralité qui donc doit se concevoir également dans la pratique, dans les gestes, dans les interactions. Et cela s'est basé notamment sur l'article 2 de la Constitution de la Ve République, qui dispose de l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc, quand on est dans une posture, on va représenter l'État. On ne peut pas aller à l'encontre de ce principe. Ce principe connaît une large application, puisqu'il est donc applicable aux agents de droit public, qu'ils soient fonctionnaires ou non, et aux agents, qu'ils soient titulaires ou non. Et la loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux obligations des fonctionnaires, dispose dans son article 1er que le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité et que, à ce titre, il va s'abstenir notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions religieuses, que le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Ces dispositions ont été précédées d'un arrêt du Conseil constitutionnel rendu en 2004, dans lequel il a estimé que le principe de laïcité interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers. Et cette règle, pour le coup, s'applique aussi bien aux usagers qu'aux fonctionnaires. Puisque on considère que, sauf quelques exceptions très précises, qui sont en fait des accommodements au droit classique pour permettre que la liberté de conscience et la liberté de culte puissent être maintenues dans les lieux fermés, le principe reste bien que les croyances religieuses ne peuvent pas permettre à un individu, quel qu'il soit, de s'affranchir de ce que nous avons en commun, et notamment le droit. Et donc, ce principe de neutralité, qui est à la fois un corollaire et qui est du principe de laïcité, qui est à la fois une autonomie, a des implications concrètes. Pour un agent, par exemple, de l'administration pénitentiaire, s'il doit permettre le libre exercice des cultes, il ne peut pas déterminer, ça n'est pas à lui de dire ce qui a ou non un caractère cultuel. Quand je vous parlais tout à l'heure des livres qui peuvent pénétrer dans les cellules et qui seraient normalement interdits,
un agent pénitentiaire ne peut pas dire si un livre, par exemple avec écrit Bible dessus, est cultuel ou pas. En fait, il a une liste qui lui est fournie et il appartient au juge, et notamment au juge administratif, de donner un caractère ou non cultuel à des objets. C'est également pour ça qu'en matière d'agrément des cultes, l'administration ne peut pas, par exemple l'administration pénitentiaire avait refusé l'agrément à des témoins, à des aumôniers témoins de Jéhovah, en disant notamment qu'il y avait un trop petit nombre de personnes détenues qui souhaitaient avoir accès à des aumôniers de cette confession. Et le Conseil d'État a répondu qu'en fait le nombre de pratiquants, notamment, ne pouvait pas être un motif de refus d'agrément. Et que l'administration ne pouvait pas, en fait, si vous voulez, juger de la qualité ou non d'un culte, et qu'à partir du moment où les témoins de Jéhovah étaient reconnus comme étant un culte, notamment par la jurisprudence, et que vous aviez en plus des associations, loi 1905 témoins de Jéhovah, ils pouvaient avoir accès à un aumônier, bien que ce culte puisse par ailleurs avoir été qualifié de radical. Et en ce sens, du coup, l'administration pénitentiaire, enfin l'École nationale de l'administration pénitentiaire, a créé des modules de formation qui sont liés à la laïcité et à l'approche des religions pour permettre une meilleure connaissance du fait religieux. Oui. Non, mais j'ai bientôt fini. Normalement, j'ai bien fait mes devoirs, mais... Et donc... Donc vous avez un besoin de connaissances qui est en train d'être travaillé. Vous avez également des diplômes universitaires qui sont en train d'être créés un peu partout dans les facultés françaises pour augmenter la connaissance qu'en ont les personnels. Parce que bien souvent, ce sera à vous de le dire, mais bien souvent les personnels sont quand même assez démunis face à ces questions-là. Et donc quand je vous disais que tout prosélytisme est interdit, le prosélytisme, en fait, souvent, on va penser que le prosélytisme en soi, c'est interdit de partout sur le territoire français. En fait, c'est totalement faux. Et le juge même considère, et même le juge européen, considère en fait que le prosélytisme est consubstantiel à toute religion. Le prosélytisme, lorsqu'il est entendu comme étant une ardeur, une ferveur déployée en vue de convaincre et de faire des adeptes. Il considère que ça fait partie de toute religion. Par contre, ce prosélytisme, en fait, n'est pas en soi interdit et il va être seulement condamné quand on vient sur du droit commun, c'est-à-dire lorsqu'il y aura usage de la violence, lorsqu'il y a, par exemple, un abus de faiblesse. Mais on ne condamne pas l'opinion, on ne condamne pas l'émanation de la liberté de conscience, on va condamner l'usage de la violence. Ça, c'est ce qui se passe dans le droit commun. Dans les établissements publics fermés, parce qu'on tient compte du fait que l'usager est contraint, qu'il est privé du fait... concrètement, par exemple, de s'en aller, si on va essayer de le convaincre. Dans ces établissements-là, tout prosélytisme est interdit, forcément de la part des fonctionnaires qui sont neutres, de la part des usagers, mais aussi des tiers qui vont pénétrer au sein de ces établissements. Et donc, l'application du principe de neutralité illustre des problèmes qui sont liés à une double obligation qui pèse sur l'État, une obligation de résultat, la neutralité, mais aussi une obligation de moyens, qui est de garantir la liberté de conscience et le libre exercice des cultes pour les usagers qu'elle a sous sa garde. Il y a aussi eu des difficultés qui sont particulièrement apparues depuis l'appréhension du phénomène de radicalisation. Pour faire un petit pas de côté, juste avant le phénomène de radicalisation, vous aviez eu un premier problème en matière cultuelle qui était apparu, c'était celui de la lutte contre les mouvements sectaires. Et vous aviez eu, dans les premiers temps, dans la lutte contre les mouvements sectaires, l'apparition de listes créées par des commissions, par des rapports. Et notamment, dedans, vous aviez les témoins de Jéhovah. Et en fait, on a très vite abandonné ce système de listes, puisque ça n'est pas à l'État de dire ce qui est un bon culte par rapport à un mauvais. Et on s'est basé plutôt sur des faisceaux d'indices qui permettraient de prouver qu'on est face à un mouvement sectaire, à une dérive sectaire. Et comme je vous l'expliquais pour le prosélytisme, on ne va pas condamner une association ou un mouvement parce qu'on va considérer que c'est une secte. On va les condamner parce qu'il y aura eu des pressions, des violences, une fois de plus,
de l'abus de faiblesse. Et donc l'État, qui est censé être neutre, ne pas reconnaître notamment les religions, a été confronté au phénomène du terrorisme et de la lutte contre la radicalisation. Et en fait, la radicalisation, ça a été peut-être encore plus compliqué, je pense, à bien des égards que la lutte contre les mouvements sectaires, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de définition de la radicalisation. En tout cas, vous n'avez pas de définition en droit. Et une fois de plus, il n'appartient pas au droit de condamner, sauf des cas très précis, de condamner des idées en tant que telles. Et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans son rapport de 2015, avait mis en exergue le problème de la définition de la radicalisation. Et dans son rapport, il avait expliqué qu'en général, ce terme est utilisé par commodité, pour désigner ceux qui prônent le recours à l'action violente au nom de leur foi dans le cadre d'un projet politique. Avant d'ajouter qu'il ne faut pas le confondre avec l'intégrisme, qui désigne une pratique rigoriste de l'islam, ni le salafisme, dont la branche quiétiste n'est pas du tout tournée vers l'action violente. Et donc, une fois de plus, l'État s'est trouvé extrêmement embêté pour essayer de circonscrire un phénomène sans aller à l'encontre de liberté. Mais on le voit, par exemple, dans les faisceaux d'indices qui ont été utilisés pour essayer d'identifier des personnes radicalisées, mais surtout en voie de l'être, puisque la radicalisation, normalement, désigne quand même un passage à l'action violente. Donc le but était de les repérer en amont. Et pour le coup, à juste titre, la prison avait été ciblée comme étant l'un des lieux qui servaient un peu de terreau à la radicalisation. Et donc dans ces faisceaux d'indices, vous aviez en fait des faits qui pouvaient simplement dénoter d'une pratique en fait radicale ou rigoriste, sans nécessairement mener derrière à une action violente. Et vous avez des expériences qui, en tout cas, à mon humble avis, ont été malheureuses, comme celle de ils ont regroupé des détenus qui étaient radicalisés ou en voie de l'être dans des quartiers spécifiques. Et c'était attentatoire à un certain nombre de libertés. Et de manière plus générale, en fait, pour lutter contre la radicalisation, et notamment dans le milieu carcéral, donc il y a ces quartiers qui ont été réservés, mais il y a eu aussi un doublement du financement des aumôniers, et particulièrement de l'aumônerie musulmane. Et en fait, quand vous regardez les crédits qui ont été alloués en prison à l'aumônerie musulmane, la première grosse augmentation en fait, a suivi les attentats commis par Mohamed Merah, et vous aviez eu une deuxième grosse augmentation au moment de Charlie Hebdo. Ce qui n'est pas pour le coup sans poser un vrai problème en matière de séparation des églises et de l'État, parce que l'État, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, n'est pas philanthrope. Quand l'État finance, souvent, l'État attend une contrepartie. Et en fait, on arrive aujourd'hui à un mouvement de professionnalisation des aumôniers. Selon le Code de procédure pénale, c'est très clair, ils ne doivent avoir un rôle que d'assistance spirituelle et morale. Dans les faits, maintenant, on leur demande, par exemple, de participer à des commissions qui ont à charge d'évaluer la réinsertion des personnes détenues. Donc vous avez un mélange entre le spirituel et on va dire le temporel, pour ne pas dire le républicain, qui peut être assez... c'est une limite qui est en fait très ténue. Et je trouvais que c'était important de vous en parler aujourd'hui, puisque vous êtes aussi les premiers acteurs à être confrontés à ces phénomènes-là. Et là, il ne s'agit pas seulement de neutralité, mais également qu'on vous donne les moyens de vous emparer de ces sujets-là et d'avoir une réelle connaissance. Et je pense que les débuts ont été très compliqués pour l'État, qui est donc laïque et dans une position d'abstention, qui est neutre, qui ne peut pas prendre part à des notions théologiques, d'arriver en même temps à combattre ce qu'il faut bien appeler un dogme qui se fondait malheureusement sur un culte. Et donc ça peut être, je pense, un vrai sujet de réflexion. Et pour faire très très vite, on m'a demandé, et là c'est pas de ma faute du coup si je prends plus de temps, on m'a demandé quelles étaient
quelle était mon opinion en matière de posture éducative que vous pouviez adopter et qu'est-ce que la neutralité pouvait apporter. Alors, j'enseigne, mais à la faculté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, du coup, je vais sortir un peu de mon rôle de chercheuse et de juriste pour vous dire qu'à mon avis, la laïcité est un principe juridique. Et d'ailleurs, quand on essaye de la définir, il serait bien de beaucoup plus régulièrement s'en tenir au droit. Je pense qu'on aurait des débats plus intelligents et plus apaisés sur cette question. Donc la laïcité est un principe, mais c'est aussi une valeur. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un idéal à atteindre. L'idéal même si la notion est parfois contestée, c'est un idéal de vivre ensemble. Lorsque le principe de laïcité trouve à s'appliquer, par exemple dans le milieu scolaire, où les signes ostentatoires sont interdits pour les élèves, il permet d'expliquer au jeune public que nous avons certaines choses en commun et qu'au-delà des opinions, des croyances de chacun, nous formons une société. C'est pour ça que jusqu'à finalement assez récemment, on ne parlait pas de ministère de l'Éducation nationale, mais de ministère de l'Instruction, puisqu'il y avait d'un côté l'éducation, avec notamment sa partie cultuelle, qui était dévolue aux parents, et que l'instruction, le savoir qu'on produisait en commun, qui était au-delà de toute opinion personnelle, était celui de l'école républicaine et laïque. C'est pour cela que la Constitution, d'ailleurs, programme très clairement que la République respecte toutes les croyances et qu'elle ne reconnaît aucune communauté à part celle des citoyens français. Une certaine connaissance par les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse du religieux est importante, mais pour moi, celui de la laïcité l'est encore plus. Puisque la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle protège donc ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, d'un État qui souhaiterait intervenir en ce domaine, mais aussi d'individus qui feraient preuve de beaucoup trop de zèle. Tout zèle, tout prosélytisme est donc même interdit dans certains milieux parce que les usagers sont vulnérables. Et cette protection est encore plus nécessaire lorsqu'il s'agit de mineurs. Cela passe par un respect des mineurs que vous accueillez, de la liberté de conscience, mais aussi de pratiquer leur culte. La neutralité n'est pas l'ignorance, puisque les institutions doivent permettre concrètement l'exercice de la liberté de conscience et de culte. Elle n'est pas non plus l'absence de vigilance face à des comportements qui nuiraient à l'insertion sociale des mineurs, ni à de l'ingérence. Alors que permet la neutralité ? D'expliquer que la laïcité, l'un des principes fondamentaux de la République, garantit la liberté des citoyens et la fraternité entre les citoyens, parce que l'État et ses représentants les traitent de manière égale. La laïcité n'impose pas une manière de penser, elle permet à chacun de construire une pensée. Merci Katia pour nous avoir transmis déjà ce travail dense dans un milieu qui est le milieu carcéral, qui est un peu forcément éloigné du milieu éducatif, mais qui peut nous amener à penser. Effectivement, on vous avait demandé d'aller un petit peu plus loin que simplement le retour de votre recherche. Vous l'avez fait, je vous en remercie, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que nous, on est en réflexion, qu'on est en recherche, à savoir de quelle façon on peut garantir effectivement un cadre qui permet la laïcité tout en ayant une posture qui répond effectivement à la commande publique. Alors à ce stade, on va prendre un petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un veut réagir, exprimer quelque chose au niveau de la salle ou de nos collègues qui sont à distance? Est-ce que de la part de notre invité grand témoin, cette expression du travail de recherche dans un milieu que vous connaissez bien, Monsieur Delarue, vous amène aussi quelques réflexions par rapport à notre thématique aujourd'hui? Oui, témoin, mais pas grand témoin. Attention aux qualificatifs. Non, moi, je voudrais réagir peut-être sur deux points. Le premier, c'est en effet de montrer que dans le milieu carcéral, la neutralité peut rencontrer des difficultés. J'en prends deux exemples qui visent l'un, la direction centrale de l'administration pénitentiaire, et l'autre, le surveillant de base. Le premier exemple, c'est la nourriture. Dans certaines religions, vous savez, on obéit à certaines prescriptions alimentaires
et ça fait partie intégrante de la conviction de ceux qui y adhèrent à cette religion de manger selon certaines modalités. Et par conséquent, la question se pose de savoir comment l'administration satisfait ou non ces obligations. Alors là, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse, on va prendre un exemple précis, du Ramadan, dans laquelle hypothèse, avec beaucoup de difficultés, mais on y est désormais parvenu, pendant la période du Ramadan, vous savez que les musulmans observent le jeûne du lever au coucher du soleil, il a fallu peut-être penser un petit peu les horaires de distribution des repas autrement, pour que les gens trouvent à s'alimenter après le coucher du soleil. Et donc, maintenant, c'est à peu près réglé. On demande aux gens de s'inscrire par avance. Est-ce que vous observez le Ramadan ou pas? Et après, on prend des dispositions pour leur assurer une nourriture un peu particulière en contenu et en distribution. Par contre, ce qui n'est pas du tout réglé, c'est le problème de la nourriture dite halal, c'est-à-dire de la viande en particulier qui correspond à des prescriptions d'abattage très très précises. Sur la foi d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui impliquait que l'administration pénitentiaire était tenue, il s'agissait d'un cas de Pologne, était tenue de fournir aux détenus une alimentation conforme à celle de leur culte. J'avais interrogé l'administration pénitentiaire sur ce point qui s'est toujours refusé, alors qu'il n'y avait pas, dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas d'obstacles majeurs à cela, qui s'est toujours refusé à entrer dans cette logique. Vous savez que ça se pose aussi pour les cantines scolaires, etc. etc. Exemple du surveillant. Chaque religion, en général, a des prières collectives qu'on appelle offices. Et donc, ceux qui sont des détenus qui sont désireux d'assister au office le font savoir aux aumôniers qui remettent chaque semaine à l'administration pénitentiaire de l'établissement une liste de personnes susceptibles de venir assister à l'office. Ça peut être pour les protestants, les catholiques, les israélites ou les musulmans. Beaucoup de surveillants, et notamment pour les catholiques et les protestants, c'est le dimanche. Donc les surveillants sont en moindre nombre et donc beaucoup de surveillants traînent les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, pour aller chercher les détenus qui sont sur la liste dans les cellules et pour les amener à la salle dont il vient d'être question, la salle polycultuelle où se déroule l'office. Et donc, en général, on a 20%, 30%, 50% d'absents par rapport à la liste distribuée la veille, présents effectivement à l'office. Bon. Et puis, il y a aussi des gens, des surveillants, qui n'en ont, pardon de parler vulgairement, rien à cirer. Mais il y a un Premier ministre qui a employé l'expression. Donc, rien à cirer de la religion et qui ne font aucun effort pour aller chercher les détenus. Je pense que ça, c'est une violation très claire de la neutralité, dont il vient d'être dit parfaitement que ça n'était pas toujours une abstention, mais ça pouvait revêtir parfois l'obligation de gestes positifs. Donc, je dirais de façon plus générale et pour vous éclairer davantage, que la neutralité, quand même, n'est pas un principe sans limite. Sans limite. Il y a quelque chose qui est une limite au principe de neutralité, qui est d'une part le bon ordre du service et d'autre part le fonctionnement même de ce service. Autrement dit, si l'exercice d'une religion est parfaitement contraire soit au bon ordre, soit au fonctionnement du service public qu'on est chargé de conduire, eh bien, ces notions-là s'opposent à certaines pratiques cultuelles éventuelles. C'est ainsi qu'en prison, le port du chramis, vous savez, cette espèce de djellaba, on va dire comme ça, religieux, n'est pas permis dans les coursives. C'est possible de le faire en cellule, dans la salle polycultuelle, mais pas entre les deux. Donc, on voit les musulmans partir à l'office avec leur petit paquet sous le bras. Bon. Donc, et tout ça pourquoi? Parce qu'on a pensé que ça pouvait présenter un risque que des gens se baladent en habits religieux, on va dire les choses comme ça, dans les coursives. Donc, il y a là des limites à apporter qui ne sont pas des limites
peut-être, comme je l'ai dit un peu trop vite, à la neutralité, mais qui sont des principes du service public qui peuvent s'opposer à certaines manifestations culturelles. La deuxième chose que je voudrais faire remarquer, s'agissant des mineurs, alors moi, je ne suis pas trop compétent là-dessus, donc vous êtes tous beaucoup plus compétents que moi. Je pense que je m'étais interrogé, je dois dire, il y a bien longtemps de ça, sur le fait que dans les centres éducatifs fermés, il n'y avait pas la moindre trace d'aumônerie. Bon. J'ai conscience de la difficulté redoutable que posent des services d'aumônerie pour des gamins qui sont en général rassemblés par une douzaine, on va dire, dans chaque centre éducatif fermé. En même temps, je ne sache pas qu'aucun des parents, on ne me l'a jamais dit en tout cas, des enfants qui étaient présents dans ces centres ait jamais fait la demande de services d'aumônerie dans ces centres. Il n'en reste pas moins qu'il me semblait qu'à l'époque, mais les choses ont sûrement évolué depuis, personne ne s'était jamais posé la question. Or, les mineurs ont le droit aussi, que je sache, à l'exercice de leur culte et à la liberté de conscience. Donc, il y avait là un petit problème. Bon, donc je pense que ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que la neutralité n'est pas une espèce de chose passive qu'on reçoit comme ça dans les bras et on se dit qu'est-ce que je vais en faire. Non, ça suppose, et c'est l'objet même de votre journée, des réflexions très très précises et très actives pour savoir dans quel cadre elle peut au mieux s'exercer, au mieux du respect, encore une fois, des convictions de chacun et du principe d'égalité auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Pardon d'être un tout petit peu long, mais c'était parce que l'exposé qui vient d'être fait était particulièrement riche et suggestif. Oui, c'est bon, pardon. Merci beaucoup, Monsieur Delarue. Peut-être me permettre un tout petit complément par rapport à la possibilité de nourriture qui revêtrait un caractère cultuel dans les établissements pénitentiaires. Vous avez la possibilité pour les détenus d'avoir accès à un cantinage. Et donc, du coup, en fait, ils peuvent s'acheter, par exemple, des cigarettes, des produits d'hygiène. Et vous avez également à l'intérieur des produits qui peuvent être, par exemple, cachers ou halal. Et en fait, la réponse qui avait été faite également, mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Delarue, enfin, je trouve que la jurisprudence n'est pas assez claire sur le sujet, mais vous avez quand même cette possibilité de cantinage, ce qui ne serait pas nécessairement possible et transposable à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc je pense qu'il faut aussi effectivement que la question de la neutralité puisse s'adapter aux milieux et aux usagers qui sont concernés. Puisque en prison, en tout cas, que l'État achète de la nourriture cultuelle, ce serait quand même un financement quelque part indirect du culte, puisque vous avez une partie quand vous avez de la nourriture qui est estampillée cultuelle, vous avez une partie de l'argent qui est reversé normalement et qui va à des organisations religieuses. Et donc du coup, la solution qui n'est pas tout à fait idéale, mais qui est quand même, je trouve, intéressante du cantinage en prison, ne serait pas nécessairement possible pour les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Et là, peut-être effectivement que la question de la demande des parents voilà, pour dire qu'il va falloir aussi essayer de trouver des moyens de s'adapter en fonction des publics et de ne pas être fermé à toute possibilité de permettre concrètement la liberté de conscience et de culte. Je peux me permettre de rajouter un mot parce que, puisque vous m'y poussez, mais on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Non, la solution de la cantine est un faux semblant, puisque tout le monde ne peut pas cantiner. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus en détention, et c'est si vrai que la plupart d'entre eux ne travaillent pas. Et par conséquent, si vous reposiez uniquement la question de la nourriture sur la cantine, et c'est là que je dis qu'il faut faire un peu preuve d'imagination, ça veut dire que les musulmans, j'allais dire riches, pourraient respecter leur culte et pas les autres. Je crois que c'est du point de vue de la République peu acceptable. Mais je reconnais qu'il y a par ailleurs d'autres problèmes. Mais la jurisprudence, de toute façon, vous donne raison, puisque le Conseil d'État a été saisi de cette affaire et a jugé qu'il n'y avait pas d'obligation, en gros, pour l'administration pénitentiaire, de donner de la nourriture halal. Donc les choses sont closes pour l'instant. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou
en visioconférence.